Selon un rapport de 1998, le rapport du professeur Roch de l'Académie des sciences, la dépendance au cannabis, dépendance physique et dépendance psychique, serait faible. Mais attention, tout dépend aussi du niveau de consommation de cannabis. Voici les réponses de nos experts addictologues. Il y a des gens qui consomment de façon très épisodique, éventuellement en soirée avec des copains. Il y a des gens qui consomment de façon régulière, 1 ou 2 joints par jour, notamment le soir pour se détendre ou pour dormir. Et puis il y a des sujets qui consomment beaucoup, 10, 15, 20, 30 joints par jour, et qui sont rentrés dans cette consommation qui augmente petit à petit, et plus ou moins rapidement. Il y a 2 modes d'entrée dans la dépendance, et d'ailleurs dans toutes les dépendances. C'est soit des sujets qui ont envie de vivre des choses fortes, qui recherchent des sensations et qui recherchent l'excitation du produit et le plaisir du produit de façon très forte, soit des sujets, et c'est plus souvent le cas pour le cannabis, qui se sentent mal dans leur peau, en difficulté dans leur relation avec les autres, et que le cannabis détend, et auquel cela permet dans un premier temps d'avoir l'impression qu'ils sont beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus... c'est aussi un des modes d'utilisation de l'alcool du même ordre qui facilite la dépendance, c'est chez les gens anxieux, ayant des difficultés dans les échanges avec autrui. Et donc là, le produit, dans un premier temps, paraît leur faciliter les choses. Ces facteurs de risque, ils sont et au niveau individuel. Est-ce qu'on a des difficultés justement d'ordre psychologique, d'ordre psychiatrique? Quelle est son insertion? Des facteurs environnementaux. Quel est l'environnement familial? Quel est l'environnement de copains qui sont consommateurs? Est-ce qu'il y a des antécédents aussi au niveau familiaux? Et là, on fait référence à la part génétique, puisqu'il y a quand même une part génétique dans les addictions. Et enfin, les facteurs qui sont liés au produit. Ça va être la précocité notamment, de consommer précocement, c'est vraiment un facteur de risque important. Les modalités de consommer. Si on est plutôt dans une consommation autothérapeutique, c'est-à-dire globalement pour aller mieux ou pour être moins mal, ou quand on est dans une consommation à visée toxicomaniaque, ça c'est vraiment la consommation à visée de défonce, ça c'est des consommations qui sont plus à risque. La polyconsommation aussi, avec la polyconsommation la plus classique qui est alcool, tabac, cannabis. Donc c'est vraiment une multitude de facteurs de risque, et plus on a de facteurs de risque, et plus on va être à risque de développer une conduite addictive. Mais il n'y a pas un seul facteur qui va être à l'origine. Un facteur va pouvoir être un facteur déclenchant. L'adaptation sociale, scolaire, la motivation, la volonté de faire des choses est très amoindrie par le cannabis. Les gens se sentant très cool, trop cool et sans envie de... Et donc ça vient renforcer une inadaptation scolaire ou sociale ou universitaire. Il y a un repli sur soi, la consommation de cannabis devient la préoccupation principale, le rythme veille-sommeil s'altère. On voit souvent apparaître des préoccupations un peu paranoïaques, d'être poursuivi, en danger, alors qui sont parfois d'ailleurs réelles. Et donc il y a petit à petit une désinsertion sociale ou professionnelle ou scolaire qui s'installe. Donc la consommation régulière de cannabis a surtout cet effet-là d'inadaptation scolaire, ce qu'on appelle le syndrome amotivationnel, sans motivation autre que la consommation de cannabis. C'est vrai qu'il y a une représentation encore de drogue dure, drogue douce qui perdure et qui est plus forcément d'actualité. Alors qui est plus forcément d'actualité, pourquoi? C'est parce que déjà on n'est plus du tout sur les mêmes produits, en tout cas en ce qui concerne le cannabis. Le cannabis des hippies des années 70 n'est plus du tout le cannabis de maintenant. Il y a eu quand même de nombreuses études qui sont sorties, qui mettent en évidence que les taux de THC, c'est-à-dire le principe psychoactif du cannabis, est de plus en plus important dans le produit lambda qui est acheté dans la rue. Et il y a plusieurs cannabinoïdes dans le cannabis,
Donc le THC, le principal principe psychoactif, et le cannabidiol, plutôt protecteur. Et en fait, ce qui se passe ces dernières années, c'est que les taux de THC augmentent quand même en flèche, alors que les taux de cannabidiol ont tendance à diminuer. Donc on est sur des produits qui sont beaucoup plus toxiques et qui ont beaucoup plus d'effets délétères, avec un risque du coup en termes d'addiction beaucoup plus important. Il n'y a pas de lien direct entre le cannabis et les drogues dures. La théorie de l'escalade n'est pas scientifique. En revanche, le fait de consommer du cannabis met en rapport avec des gens qui peuvent vous procurer des drogues et qui peuvent vous inciter à consommer et à consommer des drogues plus dures. Et c'est plus un risque social qu'un effet biologique du cannabis. Et comme maintenant les dealers sont multicartes et ont des tas de produits qui vont de la cocaïne aux nouvelles drogues à proposer, les sujets peuvent s'accrocher en plus à ces nouvelles drogues. Surtout s'ils ont une personnalité addictive, comme on vient de le dire. Le traitement dépend de la gravité de l'addiction et du souhait du consommateur. Il est rarement avec une hospitalisation qui peut servir à couper du contexte et à se concentrer sur son problème de consommation, un peu comme pour l'alcool. Mais le plus souvent, c'est un travail progressif, en consultation. Éventuellement, pour les formes, les patients les plus en difficulté, on a un hôpital de jour qui leur permet de se sentir accompagnés, encouragés, avec d'autres jeunes qui se soutiennent et avec une mise à l'écart un peu des tentations, en tout cas une capacité à travailler avec eux sur le contexte de consommation. Donc je vous dis, ça va, et c'est le plus souvent le cas d'un traitement psychothérapique individuel, souvent avec l'aide des parents, parce que c'est un sujet jeune, les conséquences sur la famille et les liens qu'a la famille avec la consommation sont tout à fait importants et doivent être, si on veut que les choses changent, il faut aussi très souvent travailler sur les échanges entre le jeune et ses parents. Vraiment, le premier travail, c'est d'accepter de bien vouloir réfléchir au changement de consommation. Après, on travaille avec ces jeunes en regardant les circonstances de consommation, les effets recherchés. On ne sait pas de la même manière si c'est juste pour le plaisir ou si, et c'est souvent plus difficile à traiter, si c'est qu'il y a derrière une angoisse, un malaise, une difficulté à être avec les autres, que là il faut traiter en plus et à part. En essayant de comprendre, d'augmenter l'estime de soi, d'apprendre à dire non, de se sentir mieux dans sa peau, ce qui est un travail qui peut être plus long. Ah oui, avis aux amateurs, le THC peut rester stocké longtemps dans les graisses. Ça signifie qu'il peut être détecté pendant plusieurs jours après une consommation occasionnelle et pendant plusieurs semaines chez les fumeurs réguliers. Allez, ciao et à bientôt.